fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bien bonjour et bienvenue, nouvelle édition des Paroles libres de l'AFPOL. Nous sommes en train d'enregistrer dans les locaux de l'association à l'intention des dirigeants d'organismes, des acteurs et des familiers aussi du logement social. Et nous sommes très heureux de vous proposer un nouveau thème d'actualité parmi tous ceux qui concernent et qui parfois agitent le secteur. Aujourd'hui, les organismes HLM, entreprises de services. Et c'est notre invité qui a, je crois, souhaité mettre un point d'interrogation. Peut-être que ce point d'interrogation va faire question. Nous commencerons avec cela. Ne le sont-elles pas déjà des entreprises de services? C'est une question à lui poser. Nous aborderons donc, comme chaque mois, le sujet sur le même schéma, en 2 temps. Et nous avons 2 invités. D'abord, donc, un intervenant pour présenter, pour développer le sujet, souligner tous ces aspects, poser les termes du débat. Puis un discutant viendra le rejoindre et confronter ses analyses avec ses propres observations, appuyées sur une expérience terrain. Enfin, un dialogue peut s'engager, nous le souhaitons évidemment, entre les deux. Et encore une précision, vous pourrez retrouver bientôt l'ensemble de ces échanges dans les cahiers de l'AFPOL. C'est une version écrite qui suivra l'émission. Et enfin, vous êtes invités à y participer avec vos remarques et vos commentaires, comme c'est l'usage sur le site. Ils sont les bienvenus. On pourra éventuellement les répercuter. Julien Paul est donc notre invité. Bonjour monsieur, directeur général du groupe Habitat Réuni, société anonyme qui réunit, je crois, 26 structures ou 36 organismes HLM. C'est correct? Absolument, 36 associés de structures coopératives. Voilà, des coopératives, des ESH, des OPH, tout le monde connaît. Vous présidez aussi la commission Nouveaux Services de la Fédération des ESH. Et on va sans doute revenir sur un rapport récent que vous avez fait paraître, cartographie des nouveaux services proposés par les entreprises sociales pour l'habitat, ce qui nous a donné l'envie de vous recevoir. Et c'est Patrice Allais, directeur général adjoint des services de Rennes Métropole, qui viendra vous rejoindre. Il est en charge de la solidarité, de la citoyenneté et de la culture dans cette ville. Et il préside aussi, c'est très important pour notre discussion, le réseau Amadeus, des responsables de la politique de la ville, des grandes villes, des agglomérations. Donc on verra tout l'intérêt du point de vue des collectivités locales. Je reviens sur ce point d'interrogation, Julien Paul, pour commencer. Je crois que vous l'assumez parfaitement, mais il peut faire réagir des entreprises, mais nous sommes déjà des entreprises de services. Absolument. Alors, nul plaisir dans la provocation. Au demeurant, je crois que la vertu de ce point d'interrogation, c'est justement d'interroger ce rapport au service, non pas tant que les bailleurs en soient éloignés, mais que les services qui sont délivrés, la façon dont ils le sont, leur nature même, peut mériter d'être interrogée, de mon point de vue, doit être interrogée, pour s'assurer dans le temps de leur effet levier, dans ce qu'ils entendent porter sur les territoires, auprès des habitants. Et c'est toute la vertu de cette interrogation que d'être invité à s'interroger en continu, au gré des différents enjeux particulièrement structurels auxquels les bailleurs sociaux ont à répondre et faire face. Et des différents organismes, on verra que tous ne vont pas forcément dans le même sens. À l'origine quand même de cette initiative sur les nouveaux services que vous portez, l'évolution aussi des attentes des locataires. Il faut partir aussi de leurs attentes, même si historiquement, on va y revenir, il y a déjà longtemps qu'on tâche de répondre à leurs attentes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Quelles sont les nouvelles dynamiques? Qu'est-ce qu'ils demandent? Alors, peut-être d'abord pour rappeler que les bailleurs sociaux, de longue date, exercent 3 métiers. Construire, gérer, accompagner. Et cette notion servicielle vient interroger ce 3e volet, ce 3e pilier qu'est la notion d'accompagnement. Cette notion d'accompagnement, historiquement, elle a été l'une des singularités du logement social. Elle a trouvé à s'inscrire, par exemple, au début du siècle, à travers la création d'un certain nombre de tiers-lieux qu'on peut retrouver dans les cités-jardins, de façon extrêmement explicite. On a encore des bailleurs sociaux en France
qui sont propriétaires d'églises. Est-ce un service ? Enfin, je le dis de façon un peu provocante là, et caricaturale, mais on voyait que dès le début, les bailleurs sociaux se sont souciés non seulement évidemment du cadre bâti et de la gestion des actifs immobiliers qui étaient bâtis, mais aussi ont pris soin des hommes et des femmes qui habitaient dans ces lieux. On peut citer aussi le mouvement hygiéniste, hein, ça c'était dès le début du siècle, je crois que c'était juste après la Première Guerre mondiale, ou même le lieu de vie, veiller à ce que les parents aient une chambre à part, ça paraît aujourd'hui extraordinaire, mais c'était aussi des initiatives du logement social. Oui, et pour aller dans votre sens... une cité-jardin à Reims, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans une vie professionnelle antérieure, celle du chemin vert. À l'époque de la création de cette cité-jardin, le taux de mortalité infantile était de 40% inférieur au reste de la ville. Donc on voit que ces services peuvent avoir un effet direct et très concret dans la qualité de vie et le quotidien des personnes. Alors plus précisément, les attentes, je disais, des locataires aujourd'hui, disons les nouvelles attentes des locataires plutôt, quelles seraient-elles ? Enfin, quelles seraient-elles ? Alors, il y a celles qui peuvent être conscientes et celles qui ne sont pas forcément exprimées. Et qu'il vous faut découvrir. Oui, absolument. Absolument, à la fois dans ce que les bailleurs sociaux veulent faire, dans ce qu'ils se sentent légitimes à faire, dans ce qu'ils sont en capacité de faire et dans ce qu'ils perçoivent des attentes des habitants et des territoires, parce qu'il ne faut jamais oublier que les bailleurs sociaux sont des acteurs au service des habitants et des territoires. Et c'est bien là-dessus, d'ailleurs, que repose leur légitimité et leur crédibilité, inscrite d'ailleurs dans un modèle économique un peu unique, qui est le SIEG, Service d'intérêt économique général, sanctuarisé par l'Europe il y a maintenant quelques années. Et c'est dans leur capacité à rendre compte de cette création de valeur d'utilité sociale, d'ailleurs, on pourra y revenir, que réside cette valeur ajoutée. Pour revenir à votre question, j'ai envie de la mettre en perspective des grandes transitions auxquelles, de mon point de vue, nous sommes confrontés. Et qui viennent directement interroger justement ces contenus serviciels, mais au-delà de ces contenus, la façon dont ces services peuvent être délivrés. En premier lieu, une transition démographique. On pourrait citer la question du vieillissement, qui évidemment est connu de tous, mais on peut approcher ce sujet de façon plus large. J'ajouterai une transition bioclimatique, et c'est un point, si vous me le permettez, que j'aimerais développer dans un second temps, auquel s'ajoute une transition technologique, le tout pour les bailleurs sociaux, dans une transition de modèle d'affaires, dans une transition de modèle économique qui est absolument majeur et qui s'est notamment particulièrement accéléré depuis le 2017. Donc il faut en tenir compte, bien sûr. En tout cas, ça s'impose à nous. À la fois dans le cadre juridique, le cadre économique, mais aussi mise en perspective des trois premières transitions que j'évoquais, des sujets sur lesquels les bailleurs sociaux, en tant qu'acteurs de la cohésion sociale, décident de se positionner. Alors du côté des organismes, on peut ajouter la marge qui a été, la possibilité qui a été offerte par la loi Elan, 2018, je la rappelle, qui permet justement de développer ces services, ces nouveaux services aux locataires. Et donc, c'est dans le cadre de cette loi aussi que l'on peut agir peut-être plus largement. Alors, il se pose beaucoup de questions. Je sais que les organismes s'interrogent beaucoup, et peut-être aussi les locataires, sur le champ, sur la nature des besoins à couvrir, vous venez de le dire. Revenons sur cette cartographie des nouveaux services, pardon, c'est le titre, qui est quoi, un état des lieux, au fond, de toutes ces initiatives, de tout ce qui reste à faire. Qu'avez-vous voulu présenter ? Oui, c'est-à-dire que peut-être pour faire le lien avec votre question initiale sur le point d'interrogation, évidemment, de très longue date, et jusqu'à aujourd'hui, les bailleurs sociaux assument un certain nombre de services, et il nous semblait pour ça extrêmement important de l'éclairer, de le mettre en valeur. Et c'est l'une des premières ambitions de ce travail, qui a été co-réalisé évidemment à l'initiative de la Fédération des ESH, mais aussi de cette association de R&D qui œuvre dans le champ du logement social et qui s'appelle Delphis, et qui nous a accompagnés dans ce travail. Il s'agissait pour nous à la fois donc d'éclairer ce qui se faisait dans l'ensemble de ces champs, avec une focale plus particulière sur les services à la personne, d'ailleurs, qui pour nous relève d'une sensibilité davantage connectée avec les enjeux de transition que j'évoquais tout à l'heure, je pourrais le préciser.
mais aussi de témoigner par là même des zones de flou économiques, juridiques, que ces services étaient à même d'éclairer, et par là même de nous permettre de tracer une feuille de route nous permettant de davantage sécuriser le cadre d'exercice dans un échange avec les pouvoirs publics, par exemple, pour les aspects juridiques. Vous citiez la loi Elan, vous avez parfaitement raison, à ceci près que la loi Elan ne fait qu'entrouvrir la porte. Et aujourd'hui, on voit bien que l'échelle ou la graduation, le changement de braquet auquel cette commission invite, est une manière d'inviter à l'expression de services d'une plus grande ambition, d'une plus grande force d'impact. Mais il y a une zone de flou, je reprends votre expression. Absolument. Pour vous, oui. Et on a besoin de le sécuriser. D'accord. À la fois sur des modèles économiques, mais aussi juridiquement, parce que en droit, la question des services en lien avec le bâti est extrêmement bien encadrée. La question des services en lien avec la personne l'est bien moins. Et j'en veux un exemple, qui est le dernier rapport de l'ANCOLS, réalisé par le CREDOC, justement sur les politiques d'accompagnement des personnes dans les logements et du maintien à domicile dans le cadre de l'adaptation au vieillissement. Et dans les propos liminaires de ce rapport, il est justement précisé, et malheureusement le rapport ne va pas plus loin dans son explicitation, qu'un certain nombre de services aujourd'hui sont réalisés, si vous me permettez l'expression, de façon un peu borderline, juridiquement. Et on voit bien que cette zone de sensibilité gagnerait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. On peut aller trop loin ou on peut au contraire être trop en retrait. C'est un peu ça que vous dénoncez. On aimerait être plus clair, quoi. Oui, ne serait-ce que pour libérer les énergies et inviter les acteurs à s'emparer de ce champ et à l'investiguer. Alors que ça ne se fasse pas n'importe comment, que ça ne se fasse, que ça se fasse dans un champ économiquement responsable. Nous sommes des bailleurs sociaux. De mon point de vue, l'exercice de ces services doit s'inscrire dans le cadre économique, mais aussi de valeur de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Je fais partie de ceux qui invitent les bailleurs sociaux, d'ailleurs, à se revendiquer comme des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Je ne suis pas sûr que cette idée soit partagée par tout le monde. Pas forcément répandue, oui. Absolument. On le sent dans vos propos, oui. Vous aimeriez être plus nombreux. Je pense que ce serait une manière d'améliorer notre force de frappe et de pouvoir témoigner de façon encore plus forte de ce que nous pouvons apporter. Auquel j'ajoute, pour boucler avec la question servicielle, le fait que c'est aussi une manière, puisque cette question des services peut à la fois s'approcher par un service réalisé en direct par le bailleur, mais aussi par le bailleur en intermédiation d'un autre acteur qui réalise le service au nom d'eux. D'accord. Et pour ça, que le bailleur soit identifié comme un tiers de confiance, ce qui est une manière de couvrir ce sujet à travers cette revendication d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, peut être sécurisant. Ce que nous verrons un peu plus tard, notamment avec Patrice Allais, qui est dans ce studio et qui vous écoute avec attention. Julien Paul, j'ai envie de reprendre vous avez parlé de soins, on parle de care aujourd'hui, mais c'est la même chose, on parle bien de soins à apporter aux locataires, et j'ai envie de vous citer, parce que vous n'y allez pas par quatre chemins, vous nous dites, voici, la culture servicielle, bien sûr, est développée, mais elle est trop développée dans une logique marchande. Je ne sais plus où j'ai lu, vous dites, on laisse faire les associations, les pouvoirs publics, mais attention, il y a une véritable bombe à retardement. On ne peut pas s'arrêter aux douches et aux aménagements internes. On est légitime pour entrer chez les personnes. Ça va loin. Enfin, c'est pas sûr que tous les organismes partagent ce point de vue, mais alors, dites-nous pourquoi vous allez aussi loin. Enfin, pourquoi bombe à retardement? Deux choses. Déjà. Si on pense qu'on va traiter la question du maintien à domicile en faisant des douches adaptées et des toilettes surélevées, et par là, mon propos n'est surtout pas de dire qu'il ne faut pas le faire, mais sans satisfaire, ça suffit pas. Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. On ne va pas mettre tout le monde dans les EHPAD, déjà parce que les personnes ne le souhaitent pas, d'autre part parce que le poids économique de ce que ça induirait serait insupportable, je pense, pour la nation. Donc la question, si on reste sur cet unique sujet, du maintien à domicile, va nécessiter une approche bâtie, une approche de service bâti, c'est les équipements que vous citiez, mais aussi de service à la personne. Portage de repas, nettoyage de logement, aide à la toilette, etc. Et ça s'approche autrement. Et ça, c'est les services que le bailleur peut
c'est une façon de l'illustrer. En tout cas. C'est une façon de l'illustrer. La question du vieillissement n'est pas la seule Bien sûr, question. non, c'est une illustration. Mais si en plus vous le mettez en perspective des publics précaires que nous logeons de façon privilégiée et prioritaire, et donc par définition des personnes qui ont encore plus besoin que les bailleurs ou toute autre partie prenante soient à l'initiative de ces services, dans un cadre socialement responsable, économiquement supportable, ça met d'autant plus en responsabilité les bailleurs sociaux que de participer de la je réponse. vais plus loin, parce qu'en fait, votre crainte, c'est que l'on arrive dans une logique uniquement marchande. Et le bailleur, justement, peut être le garde-fou pour éviter qu'on aille aussi loin. Oui. Vers le privé, par exemple. Oui. Alors après, mais pourquoi pas c'est normal qu'il y ait des acteurs privés. Oui. Et on peut imaginer que des acteurs privés acceptent de s'engager sur des niveaux de marge, pour être très concret, qui rendent ces services supportables. En tout cas, parmi les exemples qu'on a voulu mettre en exergue, c'est de ne pas non plus s'interdire pour les bailleurs sociaux de proposer des services de marché, enfin des services qui aujourd'hui sont assurés par le marché. On peut prendre l'exemple de mutuelles, on peut prendre l'exemple de multirisque habitation, et la question de l'assurance habitation, eu égard aux enjeux de transition climatique, la question de l'assurabilité est un sujet qui ne va aller qu'en gagnant. Enfin, je pense que je ne vais pas vous apprendre qu'en France, aujourd'hui, vous avez des espaces du territoire français où il n'est plus possible de s'assurer, ou à des coûts astronomiques inondation, face à ces risque climats. de submersion marine. Voilà. Et donc, que nous, on soit capable de penser des services qui, dans le respect des règles de la concurrence, mon propos n'est pas de nous en exonérer pour autant, et on a 2-3 exemples dans l'Observatoire qui témoignent que c'est possible, on est y compris dans cette approche. Ce qui est une manière aussi de commencer à toucher du doigt une notion qui me semble importante, c'est que les bailleurs sociaux sont pour moi, probablement demain, dans l'espèce de révolution copernicienne en cours que nous vivons, des agrégateurs de services et probablement aussi demain des prestataires de services, ce qui veut dire que notre activité, certes, va continuer à porter sur des activités de maîtrise d'ouvrage, mais probablement avec un rééquilibrage de cette dimension servicielle pour que on réinterprète dans une acception moderne, connectée aux enjeux de l'époque, mais aussi, voire surtout aux enjeux de demain, l'accompagnement des personnes, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des 3 piliers historiques. Alors justement, le point de vue des organismes, des bailleurs sociaux, d'abord il y a la taille de l'entreprise qui doit jouer, évidemment, il y a la relation peut-être avec la ville dans laquelle on construit, on va y revenir un peu plus tard avec notre discutant, mais êtes-vous... Je pense que je connais la réponse, mais vous n'êtes pas certain que tous les bailleurs soient sur la même position que vous, à savoir être un acteur du marché, mais pas un acteur comme les autres, apporter tous ces services, accompagner. Vous sentez une adhésion forte à vos propositions ou pas? Ou que faudrait-il pour être plus positif? Que faut-il faire? Alors moi, ce que je constate, c'est que cette commission n'existait pas jusqu'à il y a encore 2 ans. Oui. Donc c'est quand même un signe extrêmement positif qu'on ait identifié la pertinence de ce sujet au point de vouloir en faire une commission. Je constate également, alors c'est à la seule mesure de cette commission, il y aurait bien évidemment plein d'autres indicateurs, qu'on a de plus en plus de participants à cette commission. Je constate aussi que, même si on parlait, cette commission est à l'initiative de la Fédération des ESH, évidemment, les services ne touchent pas que cette seule famille, et c'est l'ensemble des familles du monde du logement social qui, aujourd'hui, travaillent le sujet. Nous, ce qu'on cherche à dire, c'est allons-y, sans fausse pudeur, avec ambition, connecté à nos enjeux, mais c'est un sujet éminemment d'actualité, éminemment moderne, éminemment au cœur de nos missions, et qui, en plus, va nous permettre, je le crois intimement, de crédibiliser et légitimer durablement la pertinence des bailleurs sociaux à continuer à œuvrer dans le champ du siège. Ce que je veux dire par là, et là je le mets en perspective des enjeux européens, je pense que les bailleurs sociaux vont être de plus en plus challengés sur leur capacité à rendre compte de façon objectivée
objectivable, voire auditable, de la valeur ajoutée d'utilité sociale qu'il crée. Oui. Que vous disent ceux qui sont un peu réticents, qui trouvent peut-être que cela va un peu loin, puisqu'on est d'accord que le bailleur social a une vocation d'assistance et d'accompagnement du locataire, mais là, vous citez quand même des exemples qui vont assez loin. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que ce n'est pas notre métier, ou bien c'est une affaire de moyens aussi, il faut aussi financièrement suivre, ou de formation peut-être de leur personnel? Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il faut l'entendre et le respecter. Mais que vous disent-ils, cela? Il faut être extrêmement à l'écoute de ce que disent les parties prenantes des territoires, les collectivités, on aura l'occasion... Je parle des bailleurs, là. Les réticences des bailleurs, quelles sont-elles? Quand on est sur un changement de modèle, quand on est sur une évolution de modèle, il faut sortir de sa zone de confort. Ça. Et donc, quand on sort de sa zone de confort, il y a des risques à mesurer, il y a des parties prenantes de confiance avec lesquelles on est en capacité de tester. Et cette notion de test and learn, pardon de cet anglicisme, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut accepter, je crois, de se dire que sur des sujets comme celui-là, on n'a pas de réponse toute faite. L'idée de cette commission, c'est de proposer des cadres d'exercice sécurisants, voire d'aller négocier leur évolution pour qu'ils le soient davantage. Mais après, ce sera à chaque bailleur de s'emparer de ces sujets en fonction des besoins des habitants et des territoires, de l'appétence et de la culture de l'organisme. Mais le fait qu'ils sachent que certains ont été beaucoup plus loin, que certains ont été capables de cette valeur ajoutée, eh bien, la question du possible que donc c'est possible. Est déjà dépassée. Ouais. Après, ils s'en emparent ou non en fonction de leur pertinence. Qu'importe. Ce qui importe, par contre, c'est que globalement, ce sujet, en tout cas, c'est l'idée que je porte et que je soutiens, à la fois comme professionnel, mais aussi comme citoyen. Et si vous me le permettez, ce sera l'occasion que je développe ce propos-là dans un second temps, de pouvoir s'inscrire dans cette énergie. Ouais. Donnez-nous quelques exemples, quelques illustrations. Vous avez parlé des personnes âgées, de la démographie, donc sujet très important. Le climat, bien sûr, qui concerne et inquiète beaucoup au XXIe siècle. Donnez-nous quelques exemples d'expériences ou d'initiatives qui ont été prises et qui vont là où vous voulez, c'est-à-dire suffisamment loin, et qui sont des gestes citoyens, comme vous dites. Comment l'illustrer ? Alors, j'ai déjà donné beaucoup d'exemples. Ouais. Hein. On pourrait aller au-delà en parlant de... Ça fait partie, je pense, de la diversification du modèle de production d'énergie. Moi, je pense que demain, les bailleurs sociaux seront producteurs d'énergie, par exemple. Je pense que ces services vont reposer pour beaucoup sur les forces vives du territoire, donc tout le lien avec les associations, tout le lien avec les locataires et notamment leurs représentants, avec les différents acteurs qui sont sur le champ de l'aide à la personne. L'Observatoire nous donne à lire cela et c'est ce à quoi on s'est attaché sur des champs extrêmement vastes et divers. Mmh. Si vous voulez développer un petit peu la manière dont vous avez parlé de citoyenneté et vous souhaitez aller plus loin. Écoutez, peut-être une parole plus politique encore, bien sûr, si ça ne l'était pas déjà. Je pense qu'on est sur un sujet politique. On est sur un sujet politique parce que le service, c'est le lien. Et qu'aujourd'hui, dans nos sociétés fragmentées, voire de plus en plus fragmentées, la question de la cohésion sociale ne va cesser de gagner en sensibilité. La question de la capacité à vivre ensemble ne va cesser de gagner en sensibilité. Si je l'éclaire sur la question du bioclimatique, on est rentré de plein pied dans le temps de l'adaptation. On ne parle que d'atténuation, et on a raison de le faire. On ne parle pas suffisamment d'adaptation, surtout quand on sait que ces aléas climatiques vont nous frapper temporellement, bien plus rapidement que nous ne mesurerons à l'échelle de nos vies les gains de nos travaux en matière d'atténuation climatique. Et en matière d'adaptation, on parle souvent de résilience du bâti, donc de capacité à faire face aux aléas climatiques. Et moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi on ne parlerait pas de résilience des habitants ? Il y a des hommes et des femmes dedans. Cette résilience, elle va reposer, de notre point de vue, sur l'ensemble des dispositifs de solidarité de proximité qui viendront aider les plus précaires. Et ça trouvera sa réponse
à travers le service. Si on pense que la puissance publique sera suffisamment puissante pour répondre à ces enjeux, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on se trompe. Non seulement dans la capacité de la société à le faire, mais aussi dans la capacité de la société. Et on voit à quel point elle est challengée aujourd'hui, voire en difficulté, si ce n'est même en souffrance, dans sa capacité à déconstruire, certains diraient les archipels, qui se constituent au sein de la société. On est obligé de vous dire que l'actualité vous donne un peu raison du côté des pouvoirs publics et des moyens qui peuvent être alloués. Mais est-ce que... Alors, il y a la question des moyens qui peut être posée, qui doit être posée, mais de mon point de vue, elle ne peut pas se poser sans que les bailleurs sociaux en responsabilité prennent l'initiative, s'interrogent sur les initiatives, sur leur capacité propre à dégager des moyens, y compris dans les co-élaborations et co-constructions à l'échelle de leur territoire avec les parties prenantes. Dans ces temps de transition, je suis, pour ma part, professionnel, citoyen et père, intimement convaincu qu'il n'est de réponse durable hors de la coopération. Et aujourd'hui, dans nos modèles de prédation, on voit bien que et je ne parle pas des modèles du logement social, hein, quand je dis ça, il n'est de durable possible, ne serait-ce que du point de vue des ressources. Tout à fait. Si on reprend un peu les étapes à suivre maintenant, parce que je crois que le rapport aussi l'indique, hein, que faire donc pour mettre en œuvre justement un développement de nouveaux services? On avait évoqué, on peut en imaginer d'autres. Déjà, bien connaître son objectif, j'imagine, poursuivi par le bailleur, mais aussi quand même analyser, définir les besoins et ce qu'ils vont nous coûter. Absolument. On doit se dire. Absolument. Chaque bailleur. C'est quand même des étapes indispensables. On ne peut pas non plus décider aussi rapidement, je ne sais pas, d'engager de nouveaux services. Absolument. Ah, mais non, surtout pas. Sinon, ce serait prendre un risque inconsidéré et les bailleurs sociaux n'ont pas ce luxe. Donc la question de la connaissance des besoins est un préalable indispensable. La connaissance des ressources du territoire est un préalable indispensable. La connaissance de la stratégie, voire de la coélaboration de la stratégie avec les parties prenantes, et notamment les collectivités, est un préalable indispensable. Donc identifier d'autres acteurs. Oui. Localement, oui, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Quand je parle de coopération, ça veut bien dire que le bailleur ne peut pas réussir seul. Mais ça veut dire que le bailleur, si je reprends cette dénomination d'agrégation de services, joue un rôle d'assemblier, ou en réponse, ou à l'initiative, mais s'inscrit dans une dynamique permettant cela. Y compris avec des moyens économiques, parce qu'il faut bien y venir dans le modèle économique. Y compris avec des moyens économiques. Et alors, sur la question des moyens économiques, c'est toutes ces questions qui doivent se poser presque service par service. C'est est-ce que c'est un service qui est dans les charges, et donc d'une certaine manière, dont le paiement s'impose à tous les locataires, qu'ils en usent ou pas? Est-ce qu'on est sur un service à la carte? Est-ce qu'on est dans un service qui ne s'adresse qu'à nos locataires? Ou qui, au contraire, dans une forme de péréquation, trouve à s'élargir au quartier, ou en tout cas à des périmètres plus larges permettant leur viabilité économique? Quelle lisibilité dans le temps on est capable de donner aux acteurs pour sécuriser un chiffre d'affaires et permettre des investissements? Et par investissement, certes, on peut imaginer des aspects matériels, mais on imaginera aussi de façon plus structurelle la question du recrutement des personnes, de leur montée en compétences, de leur formation en continu. On est sur du temps long. On est sur du temps long, avec une capacité à évoluer dans le temps au fur et à mesure des besoins, dans le respect des acteurs. Peut-être une toute dernière question avant de recevoir Patrice Allais, je l'ai dit, qui vous écoute. Vous êtes plutôt optimiste sur les évolutions, ou vous pensez de toute façon qu'on n'aura pas le choix, qu'il va bien falloir passer par ces nouveaux services pour continuer d'exister en tant que bailleur, pour affirmer une identité, ou bien quand même ces réticences et ces obstacles que vous avez soulevés vous inquiètent un peu? Les deux.
En toute honnêteté, c'est pas simple, là, ce que vous décrivez. la réponse n'est pas simple, mais parce qu'elle renvoie à la capacité de l'humain à agir en anticipation. On le voit bien sur les questions bioclimatiques. Entre, d'une part, l'incapacité, notamment des pouvoirs publics, à penser le temps long, et d'autre part, les incohérences que nous avons tous à gérer entre nos choix professionnels et nos vies personnelles sur les questions du coût carbone de nos vies et des orientations que l'on donne. Moi, je pense que la question du service n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga et la recette magique à ces transitions, mais jouera un rôle clé en ce qu'il vient souligner la nécessité des collaborations, des coopérations et sa capacité à poser au cœur du débat la question de la cohésion sociale. Les bailleurs sociaux, je le crois intimement, et pesons tous les mots, sont des bâtisseurs de cohésion sociale. À travers nos métiers de maître d'ouvrage historique, mais le fait que nos métiers de maître d'ouvrage historique ne trouvent leur légitimité qu'en ce qu'ils participent du vivre ensemble, exprimé... Et de la vie locale, en fait. Ouais. Alors, sous l'acception de cohésion sociale, et ça se joue en local. Ouais. On est bien d'accord. Alors après, avec un démultiplié, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs sociaux en France, fort heureusement, et on couvre l'entièreté du territoire, et on est sur un modèle unique au monde, unique au monde, qu'on se prive de ce levier, aujourd'hui, pour participer de la cohésion sociale qui va être quand même particulièrement malmenée, enfin, pour illustrer mon pessimisme, pardon, mais notre société va au-devant de chocs cohésifs majeurs. À un moment, il faut se dire les choses. Comment on l'anticipe? Qu'est-ce qu'on fait pour? Oui, donc, c'est bien ça, donc la de question. l'inquiétude aussi. Ben oui. Ah ouais. Et d'où à la fois, et c'est pour ça que j'ai utilisé ces trois termes, le terme de professionnel, de citoyen et de père. Moi, je me sens à la place qui est la mienne, à la petite place qui est la mienne. C'est évidemment pas moi qui ferai tout, mais en tout cas, je me sens une responsabilité de dire et d'inviter à éclairer, à regarder, à dire ça pourrait participer de la réponse. Et si ces engagements, et je suis aux côtés évidemment de bien d'autres qui partagent ces visions et ce caractère volontariste, eh ben, on arrive à générer une énergie collective et à développer ce sujet, comme on pourrait en parler d'autres. En tout cas, notre préoccupation collective, que nous ne pouvons pas ne pas prendre d'initiative face à ces chocs qui mécaniquement vont survenir. Ça, c'est une conviction pour vous. C'est extrêmement intime. Oui. Toute dernière question, Julia Paul, est-ce que la taille de l'entreprise, je parle des organismes, on va venir au rapport avec les collectivités, est-ce que la taille de l'entreprise compte? Certaines n'ont pas forcément les moyens d'engager tout ce que vous proposez. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que les petites entreprises, si on veut parler comme ça, sont condamnées à disparaître. Par contre, qu'elles-mêmes tissent des collaborations avec d'autres bailleurs et dans une logique de péréquation, de mutualisation, de synergie de moyens, cela puisse trouver à s'exprimer, ça me semble incontournable. Ça me semble incontournable, ne serait-ce que pour être en capacité d'attirer les compétences, de se les payer et de les garder. Bien, merci beaucoup pour cette sincérité avec laquelle vous nous êtes exprimé. On va voir maintenant comment, du point de vue des collectivités locales, on accueille ces initiatives d'organismes HLM dans ce domaine des nouveaux services. C'est une transition que vous avez faite vous-même et on va recevoir Patrice Allais, donc directeur général adjoint des services de Rennes Métropole, qui préside aussi le réseau Amadeus, c'est-à-dire en fait tous les responsables de la politique de la ville, des grandes villes, des agglomérations. Ça va être bien intéressant d'avoir son point de vue et sans doute aura-t-il aussi des questions pour vous. On le reçoit tout de suite. Les organismes HLM, entreprises de service, avec un point d'interrogation sur lequel notre invité Julia Paul, directeur général du groupe Habitat Réunis, s'est expliqué. Et nous poursuivons la discussion avec notre discutant qui nous rejoint. Bienvenue à lui, c'est Patrice Allais, directeur général adjoint, je l'ai dit, des services de Rennes Métropole. Et vous présidez aussi, monsieur, le réseau Amadeus. Donc on va parler de Rennes et d'autres villes et agglomérations. Donc vous avez
Bonjour et bienvenue. Donc vous avez entendu Julien Paul, son plaidoyer en faveur de nouveaux services. Juste une première réaction peut-être, et sans doute aurez-vous aussi des questions pour lui, et puis ce sera très intéressant, puisqu'il y a fait allusion à plusieurs reprises, de voir ce que pensent les collectivités locales de tout cela. Alors, le sujet est très intéressant, y compris il est pas forcément nouveau. L'exemple des cités-jardins était intéressant, et tout ce qui est autour du socialisme municipal, des HBM, etc., ça a presque un siècle, pile poil, je pense. En fait, on retrouve un certain nombre des sujets avec des outils, des enjeux qui sont un peu différents, mais en fait, les choses, en termes d'enjeux, en tout cas, sont assez stables pour des collectivités, des communes ou des EPCI, donc le bloc communal. On a des partenariats très, très réguliers, courants, quotidiens avec les bailleurs sociaux, qui sont des entreprises de l'habitat, des logeurs, entre guillemets, mais qui sont aussi des employeurs de proximité. Je pense que ça participe au sujet. Et puis qui sont, comme nous, intéressés, au bon sens du terme, à ce qu'il y ait une vie de qualité dans les logements et dans les quartiers, à ce qui est de la propreté, de la sécurité, à ce que les locataires et les habitants soient aussi solvables ou solvabilisés. Et donc, tous ces enjeux nous amènent à être intéressés, à avoir, je pense, un certain nombre de sujets communs autour du développement des services de proximité. Et puis, une structure qui loge plusieurs milliers d'habitants dans une ville, forcément, elle est plutôt pas trop mal placée pour développer des services de proximité, si on veut prendre le sujet de manière un peu pragmatique ou basique. Du coup, moi, l'intervention m'a beaucoup intéressé sur l'aspect personnes âgées. Aussi, avec ma casquette de responsable des services solidarité, CCAS, on voit bien l'intérêt d'avoir une relation de proximité directe ou par des intermédiaires vis-à-vis des personnes vieillissantes, vis-à-vis des familles. Et là, il y a peut-être un champ de travail, en tout cas, que j'ai trouvé intéressant, que j'avais un peu moins dans mon viseur qu'un certain nombre d'autres sujets qui sont un peu plus stabilisés autour de la gestion urbaine de proximité, autour de services un peu plus matériels, entre guillemets. Mais je pense que là, on a un champ intéressant. Installer une douche ne suffit pas, nous a dit Julien Paul. Oui, ouais, ça c'est sûr. C'est clair, c'était clair. Donc, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de besoins, mais il y a pas mal de difficultés de financement ou des modèles économiques fragiles. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un champ à explorer. Je serais preneur d'exemples, s'il y en a, d'alliances là-dessus. On est très proche des univers de l'ESS aussi et de tout ce qui est entreprise mutualiste ou comme ça. Donc ça, c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant. Puis je serais curieux de savoir si les blocages, ils sont plus juridiques en termes de marché public et d'univers un peu de l'achat public, ou au contraire, ils sont plus financiers, de manière un peu plus basique presque. Voire administratif, Julien Paul. Quand on veut adresser un service de marché, par exemple du service à la personne pour les personnes âgées, on est dans le champ de la concurrence. Si on offre un service à tarif préférentiel, évidemment, le premier élément qui sera regardé, c'est comment on ne déstabilise pas, comment on ne met pas en risque économique les acteurs qui œuvrent déjà sur ce champ et qui se verraient de fait privés d'une part potentiellement conséquente de la clientèle que les bailleurs sociaux adresseraient de façon privilégiée. Et donc ça s'encadre juridiquement de façon particulière, notamment via ce qu'on appelle des marchés d'indication ou des partenariats d'indication, par exemple, qui nous amèneraient à être en capacité d'apporter la preuve que cette mise en concurrence préalable a pu être faite. Puisque même si on est un acteur œuvrant dans le champ de l'ESS, on n'est pas exonéré de ces règles de concurrence. Patrice Allais. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a des univers de services où le problème peut être presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de concurrence, où il peut y avoir en tout cas un manque de structure sur le marché ou sur le secteur. Donc c'est là aussi où on peut, je pense, en partie développer des choses. Si je change de sujet et si on vient sur des sujets plus de
tranquillité publique ou de médiation. Je pense que c'est peut-être le secteur où j'ai le sentiment que les choses se sont le plus développées. En tout cas, dans les grandes villes, j'ai en tête Rennes, Paris, Toulouse ou Lyon, par exemple, sur des initiatives assez souvent interbailleurs de groupements d'entreprises, de marchés communs, de groupements de commandes, parfois y compris entre une collectivité et puis des bailleurs. C'est le cas à Rennes sur la médiation de nuit. Depuis combien de temps, vous diriez, que ça se développe? Alors, à Rennes, depuis 15 voire 20 ans. Oui. Ma connaissance à Paris depuis au moins 10 ans. Je n'ai pas une vision forcément exhaustive, mais je pense que c'est du coup un univers où les choses sont pas mal développées. Sur les services à la personne, sûrement un peu moins. Ça me fait penser aussi à des transformations que mène l'entreprise de la Poste, par exemple, qui a des facteurs qui souhaitent dans l'idéal garder ces facteurs, mais qui sont moins utilisés à ces activités traditionnelles. Et là, parfois, je pense, en tout cas pour les bailleurs qui ont du personnel de proximité, je pense qu'on retrouve un petit peu la même logique avec l'idée qu'on peut aussi les utiliser, avec plein de guillemets, et au bon sens du terme, à d'autres choses. Et leur contact de proximité, c'est quand même une valeur forte qu'il faut utiliser pour sûrement diversifier les services. Et donc le personnel des bailleurs, là, vous parlez, hein, pas ceux des collectivités. Non, le personnel des bailleurs, alors qui peut être en régie, qui assez souvent est quand même plutôt via des prestations, mais avec un certain nombre de clauses, etc. Et en tout cas, il y a des gens qui passent régulièrement et qui ont une connaissance et aussi une confiance pour les locataires, qui est intéressant. Julien Paul? Oui, j'adhère totalement. Il me semble que l'exemple de la Poste est particulièrement juste parce que c'est probablement l'acteur privé, parapublic, enfin ce que j'entends par parapublic, avec une mission d'intérêt général qui est la plus proche de nous, notamment culturellement. Patrice évoquait la question de la proximité, c'est extrêmement juste. On pourrait ajouter la diversité des publics et donc des précaires. On a bien vu sur la question de la période Covid que la Poste et les bailleurs étaient parmi les derniers acteurs, j'imagine quelques structures collectivités bien sûr, mais parmi les derniers acteurs à être disponibles sur le terrain. Eux aussi, ils sont confrontés à une révolution copernicienne de leur modèle. Donc on a beaucoup à apprendre, je pense, ensemble, d'autant plus que pour la vision que j'en ai en tout cas, ils ont emprunté ce chemin avant nous. Donc on aurait probablement des expériences dont on pourrait profiter. Et d'ailleurs, la Commission est déjà en contact avec des acteurs de la Poste pour travailler avec eux. Sur les rapports bailleurs-collectivités locales, donc vous avez souligné tous les deux, vous avez évidemment des intérêts communs, la qualité de la ville, l'insertion, la proximité, la responsabilité sociale et environnementale. Ça nous a été bien indiqué par Julien Paul. Mais est-ce que cela veut dire que vous, du côté des villes, Patrice Allais, au fond, vous préférez traiter avec les bailleurs qu'avec des entreprises privées pour les mêmes services? Je pense que on ne peut pas répondre de but en blanc à la question. Ça dépend des prestations à assurer, etc. Mais en tout cas, un prestataire qui a une connaissance du terrain, c'est quelque chose d'utile. On a des sujets communs, souvent matériels, sur des sujets d'entretien d'espace public, sur des sujets de collecte des déchets, etc. Donc il y a des expériences qui sont assez nombreuses avec des marchés partagés, avec le soutien à des régies de quartier, par exemple, des choses comme ça, qu'on arrive à structurer avec des règles un peu différentes, mais des clés de financement qui ont leur cohérence et qui visent à rentrer dans les bonnes cases juridiques. Après, tout dépend de l'ambition, tout dépend presque un peu aussi du secteur, du quartier, etc. On peut avoir des besoins de prestations qui nécessitent d'abord une efficacité, je dirais, matérielle, économique. Donc, à la limite, on ne va pas forcément choisir de financer un petit plus de proximité. On en a d'autres qui nécessitent d'abord des sujets de connaissances terrain, etc. Donc après, c'est des questions d'arbitrage un peu classiques et qu'on peut retrouver dans des sujets d'arbitrage ou de choix de marché ou d'appel d'offres avec des critères économiques et puis des critères de qualité de service, des critères de connaissance, etc. Donc en fait, c'est des arbitrages assez quotidiens dans le développement de services, quoi. Donc là, vous travaillez aussi avec des entreprises privées? Oui, on peut travailler avec des entreprises privées, mais le bailleur en tant que quand même
dans un quartier, en tout cas un quartier habitat social avec une majorité de logements sociaux, le bailleur est quand même propriétaire, ou les bailleurs, ils sont plusieurs propriétaires de la majorité des logements, parfois d'une partie de l'espace public. Donc c'est pas comme un syndic de copropriété basique, quoi. Voilà. Et ça se retrouve, je pense, dans la plupart des collectivités où il y a des liens assez réguliers, un peu organisés parfois par la loi ou par les dispositifs contractuels, et aussi organisé par la nature des choses, je dirais. Une mairie, ça croise très souvent les bailleurs sociaux. Bien sûr, on ne parle pas de concurrence ici avec les entreprises privées. Julien Paul, on en a dit un mot tout à l'heure. Non. Vous ne cherchez pas forcément à prendre leur place. On parle de non plus. complémentarité. Oui. Et d'ailleurs, pour rester sur l'exemple du syndic, souvent les collectivités apprécient que les bailleurs sociaux exercent une activité de syndic. Hein. Oui. La question de la transition carbone, notamment, est un sujet où les compétences de maîtrise d'ouvrage et d'exploitation du bâti des bailleurs sociaux, je pense, sont des leviers, d'ailleurs, et ça fait partie des services, hein, pourquoi pas, insuffisamment utilisés par les collectivités. Capacité à accompagner de la maîtrise d'ouvrage Exactement. sur Exactement. transformation, extension. Quand on nous parle de la SNBC à 2050, le parc privé à traiter, c'est 50%, hein, quand c'est 17% pour les bailleurs sociaux. Les objectifs l'ingénierie technique et financière. Carbone, Et j'ajouterais, dans un modèle économique vertueux, et c'est aussi une manière de faire le lien avec la place des entreprises privées, c'est-à-dire que, évidemment, tous les acteurs ont leur place. Si moi j'étais à la place de la collectivité, mais je ne doute pas que ça fasse partie des éléments regardés, la question des modèles économiques et de là où va l'efficacité économique, là où vont les marges, pour être très clair, quel est le niveau de marge, à quoi servent les marges, est-ce que, et c'est le propre de l'intérêt d'un modèle relevant de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on assume une efficacité économique, mais au service d'eux. Et on n'a pas une évaporation de valeur, parce que, surtout s'il y a de l'argent public, autant faire en sorte qu'il y ait une forme d'optimisation à ce que cette efficacité économique puisse être, qui est normale, puisse être, y compris dans le champ du social, puisse être réinvestie dans une structuration de ces services. Parce que l'un des enjeux, c'est de passer des services qu'on développe en mode projet aux services qu'on est capable d'assumer dans le temps, qu'on est capable d'industrialiser en quelque sorte. Et les bailleurs sociaux, comme d'autres acteurs, sont extrêmement forts à saisir des opportunités pour tester des dispositifs. Le plus souvent, on est coincé quand il s'agit de les faire durer dans le temps. Oui, Patrice Allais. Et peut-être avec une autre remarque encore. Non, mais c'est un peu le sentiment vu d'un peu plus loin que j'ai. Après, quand on est dans des collectivités où le partenariat fonctionne plutôt bien, on peut parfois avoir presque des schémas inverses, en tout cas des bailleurs qui nous disent « Ah mais non, mais là, l'argent du locataire ne doit pas servir à ça ». C'est-à-dire qu'on a aussi parfois sur une tendance de la part de collectivités à vouloir utiliser, au bon sens du terme, un peu de temps de travail des bailleurs ou un peu de leur mètre carré en bas de tour, etc. Voilà, donc c'est des sujets d'équilibre, mais en tout cas, c'est intéressant quand ça peut se discuter de manière claire et transparente. Oui. Autre sujet, je crois qu'on en a. Et on a une culture, pardon de vous couper, on a une vraie culture de la contractualisation entre les collectivités et les bailleurs, que ce soit les gestions urbaines de proximité, que ce soit tout ce qui tourne autour des contrats de ville. Et donc ces liens, ces discussions, ces coélaborations, même si là on est en train de se dire qu'il faut continuer à le travailler, il y a un terreau qui existe et qui est de qualité. Et qui est solide. Effectivement, dans tous les sites où il y a des contrats de ville, on a une convention de gestion urbaine de proximité avec y compris des dispositifs un peu techniques de justification, d'abattement, de taxes foncières d'ailleurs, etc., qui sont des sources d'aide au financement. Ça ne résout pas tout. Mais en tout cas, et on retrouve aussi un sujet un peu modèle économique et en tout cas valorisation de ces services parfois. Autre sujet, je crois que vous vouliez aborder, Patrice Allais, on n'en a pas beaucoup parlé, nous, c'est la question des règlements de conflits, de la médiation, voire de la sécurité, je ne sais pas jusqu'où, mais vous je l'évoquais un petit peu à partir de l'exemple de la médiation de nuit tout à l'heure. Oui, par exemple. Mais après, il peut y avoir, je pense, y compris peut-être sur un champ un peu moins humain, mais plus matériel d'organisation des lieux, etc. Il peut peut-être y avoir des services développés sans tout confondre, sans amener à une rupture aussi du lien de confiance entre le bailleur et puis ses locataires. Alors qu'attendez-vous du bailleur sur ce point précis ?
Je sais pas si on a des... Enfin, je me sens pas trop en capacité de dire que j'ai des attentes. Je pense qu'on a des attentes communes. Après, j'allais dire, on attend une participation à des instances de partage d'infos quand c'est nécessaire, à des relais, etc. Ce qui est fait. Mais sur les sujets de sécurité, je pense qu'on est assez vite aussi sur des sujets plus régaliens. Sur le sujet de la propreté, par exemple, là, on est à cheval entre deux choses, entre des services matériels sur collecte des encombrants, propreté, etc. Et puis, le lien de confiance, il peut amener à ce qu'on souhaite que le bailleur puisse passer des messages, puisse être acteur de démarches de prévention, de manière un peu classique, sur notamment le jet des déchets par les fenêtres, etc. Donc, en fait, on se retrouve là, c'est un secteur sur lequel on se retrouve à la fois sur du non économique, je dirais presque, du coopératif, et puis sur des sujets parfois plus économiques. Oui, un terrain quand même où vous vous retrouvez, évidemment. J'ai encore peut-être moi, à moins que vous ayez une autre remarque à faire pour... Je crois que vous avez le droit de poser des questions. Pour Julien Paul. Peut-être est-ce que vous ressentez quand même les uns et les autres, et après ça dépend peut-être des villes, des lieux. On sait que toutes les villes ne fonctionnent pas de la même manière, que toutes les villes n'ont pas le même nombre de bailleurs avec qui discuter. Je sais que c'est un point que vous voulez soulever, Patrice Allais. Donc, est-ce qu'il y a parfois des difficultés à savoir, mais qui fait quoi, qui finance quoi? C'est évidemment le nerf de la guerre. Est-ce que c'est plus facile dans certaines villes que dans d'autres? Question pour vous deux, puisque vous pouvez comparer là Julien Paul rapidement ou Patrice Allais dans l'ordre, comme vous le souhaitez. Je pense qu'il me semble que, de fait, c'est plus facile quand il y a 3, 4, 5 bailleurs que quand il y en a une vingtaine. Je pense que les univers... C'est le cas à Rennes, hein, vous n'en avez pas beaucoup. Oui, il y en a 4, mais je pense que, en tout cas, la plupart des grandes villes ont quand même un bailleur métropolitain, un bailleur départemental qui sont de gros acteurs, et puis quelques bailleurs soit dépendants d'Action Logement, et puis des bailleurs coopératifs. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une exception Île-de-France, où là, il y a une quantité de bailleurs, y compris avec des sujets géographiques qui s'articulent de manière un peu compliquée quand l'ère d'intervention du bailleur est différente de l'ère de décision politique, je dirais. Mais dans la plupart des grandes villes, le partenariat est assez naturel et il se passe plutôt bien de mon point de vue. Julien Paul, c'est pas un sujet non plus. Non, au risque de paraphraser les propos, j'adhère tout à fait. Quelle que soit la taille de la ville aussi, c'est encore un point. Et son expérience, parce que Rennes a quand même une réputation d'être assez en pointe. En tout cas, en pointe, dans le fait que la collectivité, c'est du moins comme ça que je vais le formuler, vous me reprendrez autant que de besoin, assume une vision politique opérative sur ces questions-là. Sur ces questions en tout cas, pas de façon aussi lisible et aussi claire. Historiquement sur les attributions, d'ailleurs. C'est donc bien que c'est possible, mais aussi sur la maîtrise du foncier. Et ce n'est pas le seul territoire. Et on voit bien que ça a des vertus, en tout cas dans la lecture qui est la mienne, ce serait contesté par d'autres, extrêmement positives. Alors, ça ne peut pas dire que c'est parfait, mais ne serait-ce que la question du foncier non livré au marché, ou alors encadré, ça compte pas pour peu dans la capacité des acteurs à apporter des réponses opératives à ces enjeux de logement qui sont absolument majeurs en termes de vivre ensemble. Ouais. Et sur le réseau Amadeus, donc qui traîne Du coup, j'ai pu citer l'exemple de Paris tout à l'heure, où j'ai en tête des politiques qui me semblent assez structurées, par exemple à Lyon ou à Toulouse, qui sont des membres de notre réseau. Voilà. Je vous pose la même question qu'à Julien Paul tout à l'heure, optimiste sur les évolutions de ces nouveaux services qu'il faut soutenir, si l'on en croit notre invité. Je suis une nature optimiste plutôt. Et pour survivre, parfois, c'est pas mal d'être un peu optimiste dans la période actuelle. J'ai le sentiment que c'est des sujets qui peuvent pas être évités presque. Donc, pour des raisons à la fois de politique locale, politique publique, et pour des raisons aussi économiques. Donc, je pense qu'ils seront... Enfin, pour le coup, ils seront sur la table. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus pour moi. On ne pourra pas y échapper, de toute façon. Merci infiniment à tous les deux. Merci Patrice Allais d'être venu de Rennes rencontrer Julien Paul. Merci à notre invité. Et à tous, bientôt, un prochain rendez-vous sur une question d'actualité. Je le redis, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Nous sommes très curieux de connaître vos réactions à ces échanges. Merci.